Eh bien maintenant, la parole est à vous dans la salle. C'est à vous de poser des questions. Il vous suffit de lever le bras, on va vous passer un micro. Et donc je vous demanderai simplement de préciser qui vous êtes au moment où vous nous posez des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir, lancer la première question? Est-ce que je vois un bras qui se lève? Non, vous êtes timide. J'ai entendu parler d'une Céline tout à l'heure qui faisait une thèse. Cécile, pardon. Est-ce que Cécile est là et voudrait... Voilà, Cécile. Je suis désolé, hein, comme personne ne lève le bras, ben, ça tombe sur vous. Est-ce que vous voulez bien nous dire 2-3 mots de votre thèse? C'est à cause d'Étienne. Hein. Comment ça fonctionne ça? Ah oui, ça va. Oui, on vous entend. Est-ce que vous pouvez vous Bonjour présenter? à tous. Ouais, Oui. Cécile Tréhard. Donc moi j'ai commencé ma thèse à l'INRAE en 2018. Et donc ça s'est terminé il y a quelques semaines avec une soutenance de thèse à mi-avril. Donc j'ai été encadrée par Étienne Rivaud et par Marie Nevou qui va faire une présentation cet après-midi. Donc je pense que Marie va présenter une partie des résultats qui ont été obtenus à partir des données de croissance issues des écailles. Et ce que Étienne vous a présenté, ça était la seconde partie de ma thèse et donc qui a conduit à construire un modèle de population basé sur le SCORF. Très bien. Je ne vais pas vous embêter plus, mais merci beaucoup et félicitations donc pour votre thèse. Merci. Oui. Oui, moi j'ai juste une question. Vous êtes, monsieur, pardon? Jean-Yves Moello. Oui. Je ne vous vois pas du tout, j'ai des projecteurs, je ne vois aucun visage. Donc je voudrais juste poser une question. Là, on a parlé plutôt des pêches professionnelles, de la pêche. Mais est-ce que la pêche qu'on voit justement au niveau des AHM, des Castillons, ils remontent donc en été. Et par exemple, sur les côtes bretonnes, il y a beaucoup de pêche de plaisance. Et est-ce que cet élément est mesuré, mesurable Alors, Sophie, on nous demande est-ce que vous avez des moyens de... Là, ce sont les pêcheurs professionnels, en fait, qui vous font remonter les captures. Est-ce que vous avez des moyens d'avoir les informations des plaisanciers qui peuvent aussi opérer une pression sur les saumons? Cette pêche n'est pas soumise à un permis. Je ne sais pas s'il y a des obligations de déclaration. Est-ce que... Je sais qu'on en parlera demain après-midi lors de la table ronde. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle, peut-être, qui a une réponse à cette question-là, sur la pression et les obligations qui pèsent sur les plaisanciers? Je vois personne. Laurent? Non, c'est Vincent. Bonjour à tous, Vincent Toison donc de l'Office français pour la biodiversité. Je vous parlerai demain des captures des salmonidés en mer. Donc les pêcheurs de loisirs en mer n'ont pas d'obligation de déclaration. Et c'est vrai que c'est un petit peu pas une boîte noire, mais une donnée d'incertitude. Après, la façon dont on pense appréhender cette question, ce sera de la même façon pour les professionnels. On considère que le risque lié à un filet de pêcheurs de loisirs est globalement le même qu'un filet de pêcheurs professionnels. Et on entend gérer cette question de la même façon pour les pros et les loisirs. Et pour le coup, pour les professionnels, on a de la connaissance, quoi. Très bien. Merci beaucoup. On parlera aussi demain d'une application destinée à l'information des plaisanciers. Donc on reviendra sur cette question des obligations qui pourraient éventuellement peser sur eux. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je vois au fond. Et puis je vous ai vu, monsieur. Vous pouvez baisser le bras, je vous ai vu, mais il y a madame au fond. Donc Marie-André Arago de l'Office français pour la biodiversité. Oui. C'était une question sur la présentation de Sophie Elliott. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais en ce qui concerne la modélisation sur les aloses, il me semble que la probabilité de présence dans les bassins versants a été une donnée qui a été prise en compte. Est-ce que cette probabilité de présence a aussi été prise en compte pour les saumons? Donc, toutes les données qu'on avait accès, c'était en aval de masse d'eau.
Donc on a pris pour tout ce qu'on a pu, on a pris en compte. Mais dans ces modèles-là, c'est qu'à partir de 2003. Donc je n'ai pas regardé individuellement qu'est-ce qu'on perdait, mais il y avait très peu de données. Et je n'ai pas pris en compte les données anciennes parce qu'il y avait trop de bias avec aussi. Je ne sais pas si ça vous... En fait, d'une manière générale, en Bretagne, il y a beaucoup de cours d'eau où le saumon est présent. Ouais. Et je suis un peu étonnée qu'on ne puisse pas utiliser ces données-là pour se dire que les saumons, ils sont obligés de passer dans les estuaires à un moment donné. Et sinon, j'avais une autre petite question, c'était de savoir s'il y avait la temporalité qui était prise en compte aussi sur les périodes, en fait, en prenant en compte les périodes de migration des espèces. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais faire avec les ALOS, mais comme on a utilisé une méthodologie standard pour toutes les différentes espèces, je n'ai pas séparé parce que vous avez vu les données du saumon étreinte, il n'y avait vraiment pas suffisamment de données pour faire ce travail-là. Mais je sais que c'est possible avec au moins ALOS Phalax. Et il y a un M2 qui a commencé à INRAE Bordeaux qui a pris notre base de données qui essaye de faire ce travail-là. Parce qu'avec les données OPSMER, c'est collecté au fil de toute l'année, donc on peut regarder cela. Mais s'il y a un modèle qui est adapté pour prendre en compte les différents bias. Voilà, donc il faut davantage de données. Il faut davantage de données pour pouvoir faire tourner vos modèles. Oui, avec le saumon et le traité, il n'y a pas assez de choses. Ouais. Peut-être parce qu'il y a peu de captures ou parce qu'il n'y a pas assez de déclarations. C'est ça, la question reste ouverte. Monsieur, oui. Is it on? Yes. Yes. Jamie Stevens, University of Exeter in England. Jamie Stevens de l'Université d'Exeter en Angleterre. Merci pour toutes ces présentations très intéressantes. La date 2005 a été mentionnée à plusieurs reprises et les implications de cette date, les changements dans les schémas de données à partir de 2006. Est-ce qu'il y a des commentaires parmi vous? Qu'est-ce qui est arrivé autour de cette date de 2005-2006? Qui a souvent été évoquée et semble être une période un peu charnière. Est-ce que l'un d'entre vous veut nous donner quelques éléments d'explication sur ce qui a pu se passer en 2005. Thanks, Jamie. No, I'm afraid I don't have any. Malheureusement, je n'ai pas d'informations détaillées à ce propos, notamment dans le contexte de la baisse de 89. Nous avons vu à partir de ce moment-là une croissance des températures, et c'est tout ce que je peux dire. Mais Étienne a peut-être plus d'informations. Merci, Jamie. J'essaye de répondre en anglais. Dans le document BAECEPT, ils ont expliqué ce changement en 2005 par un déclin des eaux arctiques dans la mer de Norvège. Ils ont essayé d'expliquer pourquoi il y a eu cette baisse des eaux arctiques et pourquoi ça aurait augmenté la température de l'eau et pourquoi il y aurait un impact sur la production du phytoplancton et du zooplancton, etc. C'est un système bottom-up, et un processus bottom-up et qui essaye d'expliquer ce changement en 2005, au moins dans la mer de Norvège. Absolument, avec des changements de courantologie océanique généraux qui sont vraiment à la base de ça, une diminution de la quantité arctique, d'eau arctique froide, riche en nutriments, qui redescend au niveau de la mer de Norvège. Voilà, je ne suis pas expert en océanographie, mais c'est ça le processus qui était proposé. En tout cas, on voit bien que ce sont des phénomènes globaux, écosystémiques, et leur complexité les rend un peu difficiles à appréhender, sans doute. Complètement. D'autres questions? Oui. Bonjour, moi je m'appelle Benjamin, je suis stagiaire à l'EPAGA, l'établissement qui est en charge du bassin versant de l'Aulne dans le Finistère. Alors moi j'aurais une question pour Étienne et peut-être éventuellement Ken sur en fait les saumons, ce qu'on appelle les saumons ravalés. Les saumons, pardon ? Les saumons ravalés. Je ne sais pas s'il y a un autre terme pour les désigner. Dévalant ? Ouais.
D'accord. Voilà, donc j'aurais aimé savoir s'il y avait des données sur ces poissons, en fait, parce que vous avez très bien expliqué qu'il y avait différents chemins qui pouvaient être pris par des poissons d'une même population. Voilà, du coup, j'aurais aimé savoir si on avait des données là-dessus. Alors, je peux essayer de commencer, mais je pense que mes connaissances sur ce point-là sont très limitées. Donc, pour bien comprendre la question, on parle des saumons qui survivent à la reproduction et qui vont repartir en mer. C'est bien ça ? Ouais. Alors, la proportion de ces poissons, elle est effectivement... Alors, on ne la prend pas en compte pour l'instant dans les modèles qu'on construit, donc ce qui est bien dommage parce que bien souvent, ces poissons, à ma connaissance, sont de façon prédominante des femelles. Et donc après le deuxième, ou voire même plus, séjour marin, ces poissons vont revenir avec une grande taille, une grande fécondité. Donc potentiellement, pour la reproduction de la population, ils sont très importants. On ne les prend pas en compte, c'est dommage. Est-ce que ces proportions évoluent dans le temps et comment elles évoluent éventuellement entre les différents cours d'eau? Et ça, je suis désolé, je ne suis pas en mesure de répondre. J'ai peur de dire des bêtises. Je vais laisser la parole à Ken et peut-être dans la salle après des personnes plus biologistes que moi. Je pense à Marie notamment, que je vois en face de moi, mais pourront peut-être préciser. Ken, quelques mots sur ces super saumons? Yeah, we need more of them. So I'm presuming that we're talking about Nous avons what we call beaucoup plus previous d'entre spawners. Ce sont donc des poissons qui ont donc pondu et qui sont retournés en mer. Dans une station de recherche, nous étions en train nous les avons suivis. Et il y a beaucoup de poissons qui survivent. Et c'est lorsque ces poissons arrivent dans l'estuaire et commencent à repartir en mer que la mortalité intervient. Il y a des absences courtes et des absences longues pour ces poissons. Beaucoup de poissons partent loin, nous ne savons pas où ils vont. Nous pensons qu'ils ne vont pas très loin de la côte, reconstituent leur énergie et ensuite reviennent à la fin de l'été. Mais les poissons qui restent beaucoup plus longtemps en mer, et nous les avons suivis de très près, peu d'entre eux, en nombre, mais résultats très intéressants en Norvège et en Écosse avec des balises. Et ce sont des poissons qui sont allés jusqu'à l'ouest du Groenland et survivent. Lorsque nous regardons la situation décrite par Étienne, nous voyons le changement entre les poissons d'une année ou 2 années d'hiver, beaucoup plus d'œufs, et ce sont des œufs beaucoup plus d'une qualité bien meilleure de ces gros poissons. Si ces gros poissons pouvaient se reproduire beaucoup plus, ce serait un atout considérable pour la survie de l'espèce et la reconstitution des stocks. Je me souviens d'une situation au Canada où ils ont bougé les grands filets des pêcheurs et ils ont constaté une croissance, une augmentation des gros poissons qui avaient déjà pondu. Et à l'époque, c'était très important pour eux en termes du décompte des œufs qui pouvaient être déposés. Est-ce qu'il y a... On a une autre question, on pourra revenir sur les super saumons. Oui, non, c'était Étienne Prévost, donc d'INRAE. C'était juste pour compléter la réponse qui a été donnée, puisque effectivement, sur le SCORF, nous avons des informations sur les poissons de second retour, puisque c'est essentiellement du second retour qu'on observe sur le SCORF. La première des choses qu'il faut avoir en tête, je pense, sur ces poissons, c'est qu'effectivement, ils sont extrêmement sensibles aux conditions locales. Parce que leur survie est grandement influencée en fait par éventuellement la transmission de pathologies dans le milieu, parce qu'il y a une post-reproduction, ils sont dans des états de santé très faibles et certainement immunodéprimés. Et donc c'est difficile d'en faire une interprétation générale parce qu'il y a vraiment des prédominances des considérations locales. Et l'autre chose quand même que je tenais à souligner, c'est qu'effectivement ce sont souvent des femelles, mais sur le SCORF, ce ne sont pas des poissons qui ont une si grande taille que ça. La plupart du temps, ce sont des individus qui survivent à la reproduction et qui sont des castillons et qui ont une espèce de taille intermédiaire entre les castillons et les poissons de plusieurs rivières de mer.
Et puis pour illustrer la sensibilité de ces poissons aux conditions locales, sur le Scorf, on a un bel exemple avec le fait que on a démarré le programme de suivi du Scorf au milieu des années 90 avec de très faibles survies post-reproduction sur le Scorf. Il n'y avait pratiquement pas de poissons de second retour. Puis on a eu toute une phase où on en a eu de plus en plus et de façon concomitante. Alors peut-être que même s'il est un peu délicat de faire un lien de cause à effet direct, mais ça a correspondu aussi à une période où on a eu une disparition d'installations de pisciculture intensive sur le Scorf. Et puis actuellement, on voit de nouveau sur le Scorf en fait une diminution de ces poissons de plusieurs... Donc ça a fluctué autour du temps, en l'espace de 2-3 décennies, et on est revenu pratiquement au taux de présence des poissons de plusieurs hivers de second retour qu'on observait en début de période d'étude. Donc vous voyez, c'est des choses très fluctuantes et très sensibles aux conditions locales. D'accord. Est-ce qu'on peut penser du coup que c'est un peu des sentinelles de la qualité des eaux douces, ces poissons ? Ça pourrait, parce qu'effectivement, ils sont très sensibles, en particulier aux aspects de transmission de pathologie, dont on en parlera, je pense, demain. Mais ça pourrait éventuellement être quelque chose qui soit effectivement à regarder de plus près. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire autour des liens de cause à effet dans ce domaine. Et c'est des domaines qui ne sont pas faciles à traiter dans le milieu naturel. Encore une piste de travail. On ne peut pas arrêter sa marche l'année prochaine, Dylan. Il faut continuer. Y a-t-il d'autres... Oui, monsieur. Merci. Christian Leclerc, Fédération de pêche du Morbihan. Une question pour Étienne Rivot. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez évoqué, vous avez qualifié l'augmentation de la proportion de saumon de plusieurs hivers de mer comme une bonne nouvelle. On peut aussi voir cette évolution comme une conséquence de la raréfaction de la nourriture en mer. Et du coup, je voulais avoir des précisions sur cette vision optimiste de cette bascule. Voilà, alors le long séjour en mer, bon signe, mauvais signe Non, mais vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que c'est... ma langue a peut-être un petit peu fourché, je ne suis pas sûr que ce soit effectivement une si bonne nouvelle que ça. Ce que je voulais simplement dire, c'est que les poissons de 2 hivers de mer sont de façon prédominante des femelles et des poissons très féconds, et puis par ailleurs intéressants éventuellement pour les pêcheries. Donc de ce point de vue-là, voir leur proportion augmenter, ou leur nombre même augmenter dans les années récentes, ça peut être interprété comme une bonne nouvelle. Après, vous avez tout à fait raison, par rapport au mécanisme que l'on a décrit, c'est aussi un signal d'un déclin de la croissance en mer, puisque le déclin de la croissance en mer retarde la maturation sexuelle. Et donc, de ce point de vue-là, par rapport à globalement la dynamique des populations, c'est pas une si bonne nouvelle que ça. Donc, je confirme votre point de vue, vous avez tout à fait raison. Voilà, le verre est à moitié vide et à moitié plein. Patrick Girard, Association Santé Poissons Sauvages. C'est pour rebondir sur les aspects pathologiques concernant donc les zones où vont donc se nourrir les poissons, notamment en mer du Nord, qui est une mer réputée pour contenir pas mal d'éléments toxiques, notamment au niveau du sédiment. Est-ce qu'il y a des données qui existent concernant la présence d'éléments toxiques, minéraux ou organiques, dans le sédiment, puis dans le plancton, phytozooplancton, en fait dans toute la chaîne alimentaire, et quels peuvent être éventuellement les impacts, est-ce qu'on a des données là-dessus, sur la condition des poissons quand ils vont revenir pour se reproduire dans les estuaires et dans les rivières bretonnes en particulier ou ailleurs? Qui veut répondre sur la qualité des eaux et des sédiments en mer du Nord? Ken, peut-être? Je ne sais rien sur la qualité de l'eau dans la mer du Nord, mais nous avons dans le public des personnes qui travaillent sur les métaux lourds, notamment dans les saumons. Est-ce que Jamie ou Andy auraient quelque chose à dire? Ils ont peut-être plus de connaissances que moi. Andy, qui doit connaître bien des choses sur les métaux lourds, je crois. À nouveau, je suis Jamie Stevens
Université d'Exeter. Nous sommes basés à Exeter, qui est dans le Devon, à l'ouest. À l'ouest, c'est la Cornouaille, où il y a beaucoup de mines de cuivre, arsenic, le fer blanc, moins soluble le fer blanc, donc c'est moins un problème. Mais ce que nous voyons, c'est une adaptation localisée, probablement très rapide, une adaptation très rapide au niveau élevé de métaux lourds dans les eaux de Cornouailles et de l'ouest du Devon. Quel est l'impact de cela sur la capacité des poissons à résister aux composants toxiques en mer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, du point de vue des truites et des truites de mer, une fois qu'il y a une adaptation aux rivières, ces poissons peuvent survivre de manière assez bonne dans des contextes où il y a une toxicité, mais il y a une diversité réduite néanmoins. Alors les poissons peuvent résister à ces éléments toxiques, mais d'après ce que nous savons, cette évolution est très rapide depuis la révolution industrielle. Particulièrement la truite, mais nous avons moins de données pour le saumon, mais ce sont des poissons qui ont une souplesse de réaction à ces substances chimiques absolument ahurissantes. Donc la pollution aux métaux lourds, bien qu'avérée, ne semble pas le coupable idéal, puisque les poissons sont apparemment très résilients face à ce risque-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?